pour entrer dans le vif du sujet du risk appetite. En fait, il faut bien voir le risk appetite quelque part comme un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au départ, on avait l'activité bancaire, donc qui dépendait évidemment de la stratégie de la banque en termes d'activité à promouvoir, et du capital dont elle dispose pour prendre des engagements. Et le risque intervenait effectivement, comme disait Édouard, je dirais ex post, pour contrôler que cette activité, que cette stratégie était conforme au niveau de risque que la banque acceptait de prendre. Le risk appetite, en fait, va intégrer totalement le risque à la définition de la stratégie de la banque. Donc, c'est vraiment un impact qui est quand même assez fort, puisqu'on passe d'une vision du risque qui encadre les activités bancaires à une vision du risque qui va définir, qui va contribuer à définir les activités bancaires. Donc ça, c'est quand même très important, et il faut bien le comprendre. En termes de définition, je dirais, en tant que telle, il n'y a pas de définition universelle, parce que chaque banque a traduit du texte anglais un petit peu à sa sauce, et même le texte anglais laisse place à une certaine interprétation, donc il n'y a pas de définition absolue. Nous, la définition qu'on retient, c'est que le risk appetite peut se définir comme le niveau de risque que l'institution est prête à accepter dans le but d'accroître sa rentabilité par rapport à un scénario central en relation avec ses objectifs stratégiques. Pourquoi on prend cette définition? Parce qu'elle pose bien justement le cadre de l'appétit au risque, qui se définit non pas comme un encadrement des risques, mais comme un élément qui va contribuer à la stratégie, c'est-à-dire la définition des activités que la banque souhaite exercer et le niveau de rentabilité qu'elle va attendre par rapport à ces différentes activités. Voilà. Donc on place véritablement le risque au cœur de la banque. Et effectivement, Édouard citait tout à l'heure le rôle de la banque, qui est effectivement de gérer ce risque, c'est son métier. Donc, parler aujourd'hui de maîtriser, d'interdire un certain nombre de risques, c'est quelque part aller contre le développement du métier de la banque, puisque c'est justement son rôle d'intermédiaire que d'intermédier des clients qui, par définition, n'ont pas forcément vocation à prendre beaucoup de risques, et des marchés qui sont, par définition, risqués, puisqu'il y a une certaine volatilité. Et on va retrouver le débat qui se déporte progressivement sur l'ensemble des activités bancaires. Aujourd'hui, la régulation évolue sur les crédits à taux fixe. Vous avez dû en entendre parler. Hein. On est aujourd'hui dans une petite exception française, puisque la plupart des crédits sont distribués à taux fixe. Et il faut bien voir que le crédit à taux fixe, effectivement, il fait prendre du risque à la banque, puisque les taux bougent, alors que la banque garantit un taux fixe au client. Mais c'est bien son métier. La seule alternative possible, c'est de vendre du crédit à taux variable. Et dans ce cas-là, c'est le client qui supporte le risque d'évolution des taux. Donc, on voit bien que ce métier de la banque, et je fais exprès de prendre cet exemple qui n'est pas sur une activité de marché, mais sur l'activité la plus basique que tout le monde connaît, et que tout le monde, en tout cas tous les propriétaires ont connu au moins une fois, c'est cette prise de risque et l'intermédiaire que la banque permet de faire pour éviter au client final de porter le risque, parce que lui ne sait pas forcément gérer ce risque, alors que la banque sait le gérer. Et c'est même son métier. Voilà. Donc, par ailleurs, il y a une deuxième dimension qu'il faut bien avoir en tête aussi par rapport à l'appétit du risque, encore une fois qui s'inscrit dans une régulation beaucoup plus globale avec de multiples dimensions. Mais c'est vrai que depuis des années, on est dans une logique de régulation. Et on va essayer d'imposer aux banques de mettre du capital en face des risques qu'elle prend dans le cadre de ses activités. Et plus l'activité est risquée, plus on va imposer une charge en capital. Ça, c'était la logique, on va dire, de Bâle II, avec la pondération des activités. Et depuis quelques années, on a franchi le Rubicon, parce que maintenant, on est dans une logique non plus de régulation, mais d'interdiction.
On voit avec la Volcker Rule aux États-Unis ou la loi de séparation bancaire en France, on n'est plus dans une logique de contraindre les banques à un certain niveau de risque ou à un certain niveau de capital en face des risques qu'elles prennent. On est dans une logique d'interdire un certain nombre d'activités. Donc là aussi, c'est un changement de paradigme qu'il faut bien avoir en tête. Je sors un tout petit peu du sujet du risk appetite, mais c'est important de bien comprendre ces sujets-là. Alors, comment on voit, nous, ce risk appetite? Effectivement, en fait, on le met vraiment au centre de la sphère des risques, et il faut voir ce schéma du centre vers la périphérie. On va définir l'appétit au risque, et en fonction de cet appétit au risque, on va définir un certain nombre de seuils, un certain nombre de coussins qui vont garantir le respect des risques et l'encadrement de la supervision. Katharina, je te laisse la parole si tu veux compléter. Ouais. Là, comme a dit Anatole, au centre, on va définir d'une certaine façon l'espace qu'on connaît. Et là-dedans, on peut dire qu'on peut contrôler le résultat. Juste à l'extérieur, il y a très souvent les limites qui sont similaires aux limites opérationnelles de risque qu'on connaît, afin de commencer à dire qu'au-delà, on aura un coussin de sécurité pour tous les risques pour lesquels on ne connaît pas vraiment le lien de cause à effet et pour lesquels on veut minimiser l'espace. Donc très souvent dans les banques, cet espace dans ce coussin-là, c'est un espace de tolérance, un espace d'early warning. Ça dépend vraiment des établissements et du profil de risque de chaque boîte. On va retrouver un seuil de tolérance qui est défini par les stress tests. Et au-delà, bien sûr, une fois qu'on dépasse vraiment les seuils de risques importants, on va engager des actions qui vont passer par un plan de rétablissement, qui vont engager toutes les actions au niveau du board. Parce que c'est le board qui va vraiment définir l'appétit au risque. Donc c'est vraiment, on est dans une vision top-down où la définition du risque suit les objectifs est définie par rapport aux objectifs de l'entreprise. Et ensuite, elle est déclinée tout au long de toutes les unités commerciales, les activités, à chaque niveau de produit si possible. Et ça passe vraiment dans un process qu'on peut schématiser de plusieurs façons, mais les étapes, c'est vraiment la définition du cadre. Là, on va vraiment être sûr que ce cadre est cohérent par rapport à notre plan stratégique et notre plan business. On va définir les risques, surtout les risques matériels qu'on va prendre. Et ensuite, on va mettre en place un reporting et tout le process d'escalade en cas de breach. Donc c'est vraiment un nouveau cadre qui maintenant, au niveau de l'entreprise, va faire un peu ce qu'on appelle de l'enterprise risk management pour s'assurer que les risques opérationnels sont en cohérence avec les risques de l'entreprise. Donc il y avait deux cas du monde sans le cadre risque appetite qu'on connaissait, où il y avait des écarts par rapport aux risques opérationnels et les risques que le board avait définis. Et maintenant, une organisation où on a un risque appetite défini. Bon, c'est là, pour autant, ne veut pas dire que ça marche très bien. Juste hier, il y avait les CEO de Crédit Suisse qui a admis que ses positions n'étaient pas en adhérence avec son risque appetite.
Donc on parlait tout à l'heure effectivement de à quoi bon, à quoi sert une régulation, comment elle est en train de se transformer. Je pense que c'est une question qui est tout à fait essentielle parce qu'elle se décline à l'intime. Et si je veux deux raccourcis très simples, juste pour fixer une ligne, puisqu'une ligne passe toujours par deux points. Le premier point, ça va être de constater aujourd'hui que le secteur bancaire, sous l'effet de la régulation, se trouve être dans une situation un petit peu paradoxale, qui est celle d'être tout à la fois le poumon de l'économie, c'était rappelé par notre hôte tout à l'heure, par Anatole il y a un instant, tout à la fois donc le poumon de l'économie, tant du côté du monde des entreprises que du côté de l'épargne individuelle, que nous représenterons aussi peut-être un peu chacun, et d'être installé durablement en queue de peloton de la rentabilité des titres actions sur les marchés actions européens. Vous avez pu lire dans mon curriculum, je ne suis pas un économiste du tout, mais quand on commence à se poser la question de monter des débats de maths financière, comme ça a été mon cas avec Nicolas Elkaroui il y a pas mal d'années maintenant, on est obligé de faire ces classes de rattrapage très très vite. Donc on prend le premier bouquin, le premier cycle, l'économie pour les nuls, et ça vous dit, théorie de Markowitz, un secteur ne peut pas rester durablement installé hors de la moyenne des rendements de l'économie auquel il participe. Où est l'hiatus? Donc ça, on va dire, c'est le résultat. Il n'y a pas eu un manque d'alerte, il n'y a pas eu un manque d'analyse, je vais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est un fait établi que sous l'effet de la régulation, une régulation que, pour ma part, je sens largement inspirée de logique anglo-saxonne. Vous savez, ces pays absolument magnifiques où on a inventé le terme de fair play. Le fair play, c'est la règle mise en place ou définie par un certain nombre de gens pour expliquer au reste du monde comment ils devaient perdre avec classe. Donc ces règles qui sont en train d'arriver sur le secteur bancaire, et spécialement sur le secteur bancaire européen continental, je pense qu'il faut toujours garder dans l'esprit qu'elles sont d'inspiration anglo-saxonne et que dans un certain nombre de cas, la régulation n'est qu'un avatar, un alias, dirais-je, d'un protectionnisme qui n'ose avouer son nom. Donc je pense qu'il faut bien garder ça en tête, puisque en fait la régulation, comme ça a été dit dans un raccourci, elle a structurellement un aspect d'organisation microéconomique de nos sociétés, et ça nous sommes en train de le voir se concrétiser. Et ça se concrétise aujourd'hui par la structure que les banques sont obligées de mettre en place et conséquemment leur positionnement concurrentiel, économique et malheureusement de faible rentabilité. À l'autre bout de la chaîne, il y a à quoi ça sert une banque, à quoi ça sert un intermédiaire financier. Ça c'est en fait très très simple. C'est un creuset dans lequel vous rassemblez, puisque vous êtes intermédiaire financier, l'information sur les marchés, les clients que vous servez, les risques qui sont le fruit de votre analyse sur vos clients, vos marchés, et vous servez un certain nombre de prestations. Voilà. Donc c'est une machine en fait industrielle extrêmement simple dans le principe. Elle a deux matières premières. Une matière première qui est l'information. Une deuxième matière première qui est son savoir-faire. C'est l'intelligence qu'on met dans le contrôle des risques, dans l'appréciation des risques sur les clients, sur les opérations, sur les produits qu'on intermédie, qu'on structure pour compte de tiers, pour à la limite, à l'arrivée, sortir une certaine rentabilité. De ce point de vue-là, une banque n'est pas différente d'une entreprise industrielle. Il y en a qui prennent du charbon et du minerai de fer pour faire des rails. Une banque, ça prend des matières premières qui sont assez simples, de l'information, une capacité d'action sur des marchés financiers, une capacité d'intermédiation pour sortir à l'arrivée des services qui sont tarifés, qui font sa rentabilité. On ne peut plus simple. Les conditions de pérennité de cette entreprise, elles étaient claires depuis essentiellement 1975, création du ratio Cook. Il faut qu'une telle institution qui intermédie du risque
puisse effectivement absorber les creux et les vagues de son activité. C'est le principe même de la régulation par le capital. C'est le principe même d'exiger une notion de capital, de besoin en capital dans les banques pour qu'elles puissent effectivement absorber les fluctuations qu'elles portent pour compte de tiers, en quelque sorte. Cette idée-là, elle a fait Florès. Mais elle porte en germe l'idée assez simple qu'une banque, comme toute autre entreprise, est un établissement qui peut faire faillite. Nous sommes banquiers, nous avons tous croisé une entreprise ou une autre, un individu, une personne physique ou une autre, qui à un moment de sa vie a pu faire défaut. D'ailleurs, c'est tellement devenu une banalité que même en droit français, il y a quelques années, on a introduit le régime de faillite personnelle. Donc c'est un lieu commun. Donc une banque, comme n'importe quel établissement, peut faire faillite, c'est une réalité économique. Le capital est là pour empêcher effectivement que ça arrive de manière trop soudaine, trop incontrôlée. Et donc l'idée de la régulation qui poursuit son cours, c'est pour empêcher que des faillites puissent avoir lieu, voire, et c'est un peu le prétexte de la régulation la plus récente, que l'effet de ces faillites puisse atteindre l'homme de la rue, taxpayer, comme on dit en anglais, mais l'homme de la rue au sens large, il faut en quelque sorte encadrer, il faut imposer une maîtrise des risques qui ne serait pas suffisante, ou qui n'est pas suffisante, ou qui n'a pas été suffisante. Et pour ce faire, on fait deux choses. On impose une réglementation par le capital qui est de plus en plus exigeante, dans les montants de capital, dans la qualité de capital. C'est l'objet de BAL 2, de BAL 3. C'est l'objet aussi de la réglementation sur le TILAC ou le MREL qui sont en train d'émerger, pour d'autres propos. Dans le même temps, comme c'est un intermédiaire financier, on est conscient que la liquidité est une des conditions de son exercice, une liquidité qui est quand même quelque chose d'assez exogène, qui fondamentalement a quelque chose à voir plus avec la politique monétaire. D'ailleurs, l'action des banques centrales depuis de nombreuses années au Japon, aux États-Unis et maintenant en Europe le montre. Il y a une assez grande résonance en quelque sorte entre la condition d'exercice d'un établissement financier à travers sa liquidité et les instruments de politique monétaire qu'on est obligé de mettre en place ou qu'on met en place pour soutenir d'une manière ou d'une autre l'économie. Donc les deux ne sont absolument pas déconnectés, bien au contraire. Donc on réglemente la partie capitale, on réglemente la partie liquidité, et surtout on réglemente la manière dont doit fonctionner un établissement. Et je pense que c'est ça la grosse nouveauté de la réglementation que nous avons aujourd'hui. C'est que ce n'est pas un sujet de faire monter des charges en capital, d'une certaine manière, c'est un lieu commun depuis le ratio Cook, avec des conséquences diverses et variées. C'est d'abord et avant tout de rassurer, en quelque sorte, des autorités de régulation qui, par le passé, ont pu être plus ou moins efficaces, dans certains pays ou dans d'autres, en proposant un cadre un peu tick the box. Moi, régulateur, j'ai imposé que... on contrôle la solvabilité. 2, on contrôle la liquidité. 3, on contrôle la manière dont ces animaux fonctionnent, en particulier dans le lien avec la prise de risque, une prise de risque dont il est affirmé qu'elle ne doit jamais polluer le reste de l'économie. Et ça, je voudrais qu'on se le mette bien en tête, c'est un paradigme absolument fondamental et fort de la régulation. C'est juste un paradigme qui se heurte à la dure réalité de ce que c'est qu'une politique monétaire. C'est juste impossible. On ne peut pas préserver le reste de l'économie d'un hockey dans le monde des services financiers. Ça n'est pas possible. Il y aura bien quelqu'un à un moment qui va se trouver devoir assumer dans la chaîne. Qu'est-ce qui se passe dans deux modèles qui sont très très différents, qui sont le modèle anglo-saxon d'un côté, le modèle de banque continentale européenne de l'autre? D'un côté, vous avez 80% de l'économie qui est refinancée par les structures de marché. Et vous avez encore, en Europe, en gros 60%, le pourcentage est en train de tomber à vitesse vertigineuse de l'économie qui est intermédiaire. Mais à l'arrivée, le risk holder ultime est le même, que ce soit à travers l'épargnant que vous êtes, à travers
l'utilisateur bancaire individuel que vous êtes, à travers des instruments de marché que vous avez, ou que ce soit, par boucle inverse, celui qui, au moment d'une faillite malencontreuse, est obligé de venir directement ou indirectement renflouer un établissement financier. C'est la même logique. Simplement, ce qui est en train de changer, c'est que d'un côté, on est en train de se donner la garantie, je soupçonne parfois l'illusion, qu'on a fait son devoir pour donner un niveau de risque zéro dans la probabilité d'occurrence d'une faillite, quand la réalité de ce qu'on est en train de faire, c'est, dans un premier temps, déporter de manière massive la capacité de localisation de risque des bilans bancaires vers un secteur dérégulé qui s'appelle le shadow banking d'une part, ou vers les secteurs de l'épargne individuelle d'autre part, compte tenu, par exemple, des investissements que les assureurs sont menés à faire. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. On est en train de déporter l'endroit où il y a des risques. Donc on est en train de sécuriser dans les banques la manière d'encadrer les risques, la manière de les quantifier, d'assumer, de codifier la prise de risque. Et dans le même moment, on pousse à une désintermédiation massive, ce qui fait qu'en fait, on introduit une trappe à risque. Dans les vieux cours d'économie, on parlait de trappe à liquidité. Il est maintenant avéré que nous avons créé, à travers la mécanique réglementaire actuelle, une trappe à risque. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. Maintenant, revenons sur l'endroit où il y a de la lumière, donc, les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à imposer donc, la manière dont les risques sont codifiés, engrangés. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu contre nature. La spécificité du métier bancaire, c'est la technicité de son analyse de risque, c'est la technicité de ce savoir-faire d'appréhension d'un risque financier, commercial, en face d'une entreprise, en face d'un particulier, en face d'une structure de marché. Donc vouloir l'homogénéiser, c'est quelque chose qui atteint fondamentalement à ce qu'est une banque. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc c'est néanmoins ce qu'on est en train de faire. Alors comment est-ce qu'on est en train de le faire? Je reviens donc sur notre sujet de risque appetite. On est en train de le faire à travers cette régulation qui, en fait, aujourd'hui, est ce qu'on appelle le pilier 2, le pilier 2 de Bâle, qui est décliné à l'envi à travers la réglementation que vous connaissez. Et ce pilier 2 qui doit donner l'assurance d'une bonne gestion des banques, et ça c'est écrit dès les textes de McDonough en 2001, il est organisé aujourd'hui à travers la surveillance de l'autorité de Francfort, de la Banque Centrale Européenne, dans deux volets. Comment un régulateur juge-t-il, attribue-t-il, ou rend-il ses augures ou ses oracles, je ne sais pas, il le fait à travers essentiellement deux outils qui sont les deux constituants majeurs de la revue au titre du pilier 2. Il y a d'un côté un score. Alors les banques françaises sont habituées au score, c'est la technologie qu'utilisait depuis des années à travers sa méthodologie EURAP, la CPR, qui avait montré d'ailleurs une certaine qualité. C'était peut-être pas rocket science-like, comme on aurait tendance à dire aujourd'hui, mais je pense qu'au fil des années, la stabilité du système bancaire français a pu montrer que des approches peut-être balancées par l'expertise et pas simplement quantitatives ou archi-codifiées pouvaient être porteuses d'une certaine garantie de sécurité collective. Donc un score a priori qui est quasi exclusivement quantitatif, dont malheureusement le régulateur n'a pas beaucoup parlé. Et si vous voulez trouver la trace de l'existence de ce score, c'est un peu compliqué. Pour ma part, il m'a fallu des mois pour ça. Et j'en ai trouvé la trace à un seul endroit, au journal officiel de l'Union européenne. Donc c'est pas la lecture favorite du banquier, hein, je sais bien. Donc j'ai été aidé, non pas par Anatole, mais par quelques autres intervenants. Et en fait, il se trouve que dans un monde archi-codifié, la Banque Centrale Européenne doit aussi des comptes. Elle doit des comptes à son autorité, qui est la Commission européenne. Et il y a un texte qui prescrit les modalités suivant lesquelles l'autorité de supervision européenne doit motiver les décisions qu'elle prend au bénéfice ou à l'encontre, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de telle ou telle banque dont elle assume la supervision. Et c'est tellement codifié qu'il y a tout un tas de tableaux qui sont déjà prédéfinis. Et en fait, quand vous lisez à travers les lignes, vous vous rendez compte que ça ressemble assez furieusement à un score
sur lequel la Banque Centrale Européenne doit se justifier de la manière dont elle prend ses décisions vis-à-vis de la Commission européenne. Donc c'est ce score, il existe, il est mis en place, et il est alimenté par tous les reportings que nous pouvons avoir à faire, ici et là, FINREP, COREP, QIS, STE, j'en passe et des meilleurs. Ça représente des milliers et des milliers de données que vos institutions, mes institutions, remplissent trimestriellement, voire à la demande. Donc il y a un score. Un score qui n'a été révélé aux banques que dans les entretiens qu'elles ont eus à la fin de l'été dernier avec leur équipe de supervision individuelle. Où on nous disait que vous avez un bon 3, un petit 4, un mauvais 2. C'était en fait la trace de ce score-là et qui à l'arrivée résultait à un niveau de pilier 2 à 9,5% de core equity tier 1, plus ou moins selon les établissements. Ça c'est le premier volet, un volet qui se passe complètement en chambre sur la base d'informations que nous donnons, plus ou moins bien interprétées. J'attire votre attention sur le fait par exemple que le FINREP est la base de beaucoup de réconciliation, beaucoup de questionnements du régulateur. Le FINREP, pour ceux qui ont travaillé sur ces sujets-là dans les années où ce reporting a vu le jour, vous vous souvenez sans doute qu'à l'époque, la plupart des praticiens financiers de la place parisienne, mais pas seulement, s'étaient émus sur le manque de pertinence économique d'un certain nombre d'indicateurs, NPI, NI, l'ANC, pour autant que je me souvienne, avait elle-même émis les plus grandes réserves sur ce reporting, des réserves qui n'ont été suivies par personne, à commencer par nos équipes dirigeantes. Et donc aujourd'hui, c'est simplement le maître étalon, incontestable, puisqu'il est dans la loi, qu'utilise le régulateur pour juger de la pertinence de nos métiers bancaires. Simplement le FINREP, on sait tous que c'est quelque chose qui est fait dans des équipes comptables, ça demande un grand niveau de technicité. Ça demande un grand niveau d'expertise, et par là même, c'est le prototype d'une métrique qui n'étant pas promulguée d'un point de vue pédagogique, et pour une bonne raison, elle est parfois décalée de la réalité économique du fonctionnement de nos institutions, n'est partagée par essentiellement personne dans nos institutions. Donc on a ce jeu assez intéressant d'un score qui est fait sur des données que nous fournissons en tant que banquiers, que nous ne reconnaissons pas dans l'utilisation quotidienne que nous faisons des métriques comptables et financières, ou très peu, ou marginalement. Donc c'est intéressant. C'est intéressant quand les données que ça couvre sont par exemple des taux de couverture. Un taux de couverture de risque de crédit, une notion qu'on ne peut plus partager. Simplement, le jour où vous plongez dans le FINREP de vos institutions, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai couvert BNP, j'ai couvert les filiales plus récemment acquises de BNP, j'ai couvert les filiales de BPCE, de BPCE lui-même. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas deux établissements qui ont exactement les mêmes critères de provisionnement, les mêmes définitions de taux de couverture, et en tous les cas, en toutes les causes, sans doute très peu de personnes parmi nous, j'en fais moi-même l'aveu, très peu d'équipes qui utilisent les définitions du FINREP pour promulguer leur taux de douteux, soit à leur direction générale, soit dans leur communication financière. Simplement, c'est pas grave. Dans le spectre que j'ai pu croiser dans mon expérience professionnelle, le rapport va de 1 à 2 à 1 à 2,5, donc c'est une paille. Dire que les engagements douteux sont couverts à 70% ou à 30%, vous voyez tout ce que ça signifie quand ça se retrouve dans la presse. C'est pas du tout la même chose, c'est pourtant bien le hiatus que nous avons organisé dans le score qu'utilise le régulateur sur notre compte, nous, banquiers. C'est une illustration, il y en a des dizaines d'autres. Donc ce score, c'est le premier volet, mais j'allais dire, c'est la partie sur laquelle nous n'avons plus la main. Nous aurions pu avoir la main il y a quelques années à travers une gestion intelligente du FINREP et de son émergence. Ça n'a pas été le cas, donc la messe est dite, il faut faire avec. C'est contraignant, et c'est tellement contraignant qu'il y a un certain nombre d'établissements, et c'est ce que j'ai proposé dans ma propre institution, qui sont maintenant conduits à avoir des reportings, des budgets systématiquement faits en FINREP, sachant que la population des gens qui maîtrisent le FINREP n'excède pas demain dans une entreprise d'une taille raisonnable. Eh bien, vous voyez tout de suite l'effort de pédagogie, la difficulté de conduite de projet en termes d'émergence de système que cela fait. Mais ça, j'allais dire, c'est la partie qui est la moins visible, pour autant la plus éclaircie. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle les revues contradictoires dans ce pilier 2. Et c'est ce que, dès les textes de McDonough,
les banquiers devaient mettre en place, c'était, on va dire, à la libre interprétation des banquiers. Ce qui est en train de changer, c'est que c'est plus du tout une libre interprétation, comme vous l'avez compris. Et ces revues contradictoires, elles portent sur 4 têtes de chapitre. 2 qui sont essentiellement nouvelles, 2 qui sont essentiellement anciennes, et qui étaient lisibles dès l'accord de Bâle. Alors, je vais commencer par celles qui sont anciennes, parce que c'est peut-être les plus familières, même si, comment dire, l'étiquette du flacon n'a pas changé, l'ivresse à l'intérieur considérablement. Première revue contradictoire, ce qu'on appelle l'ICAP, donc Internal Capital Assessment Adequacy Process, c'est-à-dire est-ce que le capital que vous avez, la politique d'émission et de reconstitution de votre capital est compatible avec les risques que vous portez. Donc ça, c'est des logiques qui sont extrêmement anciennes, que les banquiers avaient elles-mêmes, que les banques avaient elles-mêmes développées, puisque la première chose qu'une banque a faite quand elle a eu un ratio coût à gérer, c'est de se dire non de non, comment c'est fait? J'ai une charge de capital, je découpe la charge en fonction des business units, des produits, des clients, et je commence à faire de la rentabilité fine sur ratio coût par établissement. Donc d'une certaine manière, vous vous posez la question de est-ce que les risques que je mesure au niveau des opérations, au niveau des clients, est en face des risques que je peux porter avec l'exigence de capital que j'ai. Donc cette idée, en fait, elle est ancienne, elle a 30 ans, sa déclinaison est beaucoup plus... a subi quelques évolutions. Elle a subi des évolutions dans les années 80, 90, en particulier avec l'émergence des notions de capital économique, de RAROC, que nous avons développé, jusqu'à ce qu'en 2006-2007, à l'occasion de l'émergence de la mise en place de Bâle II, le régulateur, et notamment le régulateur français, nous explique que ces approches-là conduisaient, selon elle, à des choses qui n'étaient pas possible de gérer à son niveau, et donc les banquiers ont dit très bien, nous, dans une voiture, il n'y a qu'un seul volant, soit c'est du capital réglementaire, soit c'est du capital économique, mais ils sont fondamentalement différents sur tout un tas d'aspects. Vous ne voulez pas du capital économique, très bien, nous resterons sur le capital réglementaire pour nous gérer. C'est ce qui s'est passé en 2006-2007. Donc cette notion d'Internal Capital Adequacy Assessment, elle est très fondamentalement calée dans Bâle II, elle n'est pas très pratiquée par les banques françaises, parce qu'effectivement, depuis 2006-2007, notre régulateur nous a passé un message très clair, auquel nous nous sommes évidemment conformés, qui est le capital économique, je n'y crois pas, je ne le reconnaîtrai pas, donc fiez-vous au capital dit pilier. Mais néanmoins, cette logique existe, et nous étions censés développer tout un tas de choses pour démontrer la qualité de l'assessment d'un capital de nos institutions. Certaines régulations européennes étaient beaucoup plus friandes de ce genre de choses. Quand je travaillais pour mon ancien employeur, il y avait 65 régulateurs, en plus du régulateur français, qui demandaient à corps et à cri effectivement des reporting ICAP. Donc BNP a investi sur ce genre de choses pendant pas mal d'années. Donc ça, c'est le premier volet. Au bénéfice de la crise, on a compris qu'on avait quelque chose d'un peu comparable à faire, même si c'est à l'opposé de ce que c'est que le capital. En fait, le capital est la ressource la plus longue dont nous disposons, la liquidité, d'une certaine manière, est la ressource la plus courte dont nous puissions disposer, puisqu'on est sur des fréquences propres qui sont de l'ordre de l'intraday. Et à la lumière de ce qui s'est passé dans la crise de 2007 notamment, qui, il faut le reconnaître, avait été pressenti depuis très longtemps par le régulateur australien en particulier, eh bien une régulation est née sur le self-assessment des besoins de liquidité des banques. Là c'est pareil, en France nous avions les réglementations sur le coefficient de liquidité qui datent de l'immédiate après-guerre, et qui s'étaient montrées d'ailleurs assez robustes. Donc les banques étaient équipées, mais n'étaient pas équipées avec un standard qui aurait pu être réputé homogène. Il y avait des visites sur place, il y avait toujours des visites sur place, aussi bien sur le capital que sur la liquidité dans les banques françaises, qui, alliant l'expertise technique et la connaissance intime de l'établissement que les inspecteurs de l'ACP pouvaient acquérir en étant en permanence dans le mur, eh bien, permettait d'avoir une supervision, on va dire, assez panoramique, assez complète et finalement assez sûre. Mais en tout cas, cette logique de l'ILAP a été introduite dans Bâle III au bénéfice ou au détriment, je ne sais pas, dans la suite de la crise, compte tenu de toutes les vicissitudes qu'on a pu avoir dans des systèmes bancaires qui n'étaient pas du tout aussi
aussi ferrés sur le sujet de la liquidité. Et par exemple, nos amis espagnols voient l'ILAB comme une espèce de traumatisme, puisque la banque centrale espagnole était beaucoup moins familière avec ces problématiques et beaucoup moins exigeante que l'était la Banque de France notamment. Mais ça, c'est les deux, on va dire, les deux figures traditionnelles de la supervision qui viennent dans les revues contradictoires. Il y en a deux autres qui sont, elles, totalement nouvelles. C'est d'un côté la gouvernance et la gouvernance des risques. Et donc, je vais revenir dans un moment. Et là, c'est la garantie que veut avoir le régulateur que la manière dont les risques sont définis, traités, gérés est standardisée d'établissement à établissement et au sein de l'établissement, des forces de front office jusqu'au plus haut de la direction générale, jusqu'au bord. Donc ça, sur le principe, je crois que ça se comprend facilement. En tout cas, au sein d'une institution. Au sein d'une institution, qu'on ait besoin d'avoir une culture de risque qui infuse du front office, du guichet, jusqu'au directeur général ou au président, et ultimement face aux actionnaires, puisque c'est quand même eux qui portent les risques de la banque en train d'intermédier, c'est difficilement contestable. Que ça puisse être homogène et homogénéisé d'un établissement à l'autre, là, la question peut peut-être se poser plus facilement, puisque si vous expliquez à des investisseurs qu'ils ont le choix entre une voiture noire de 1500 cm3 d'un côté et de 1500 cm3 de l'autre, et qui fait du 120 à droite et à gauche, en fait, il n'y a plus le choix. Donc vous tuez déjà le sujet de c'est quoi les investisseurs du système bancaire. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le savoir-faire en termes de gestion de risque est absolument consubstantiel à ce qu'est une banque. Donc, si vous dites que c'est quelque chose qui est une commodity, puisque vous l'avez homogénéisé, vous avez tué la notion même de spécificité de ce que c'est que cet animal bancaire. Bon, mais en tout cas, le besoin d'avoir une gouvernance du bas en haut sur le contrôle des risques, c'est quelque chose qui est revu avec des exigences de procédure extrêmement lourdes. C'est même le premier axe sur lequel les missions de la Banque Centrale Européenne ont été diligentées. Et puis il y a un quatrième volet qui s'appelle Business Model Assessment, que pour ma part je préfère étiqueter comme benchmarking et backtesting de nos prévisions financières. Donc ça c'est la nouveauté. Le régulateur veut s'intéresser à notre rentabilité. Pour notre bien sans doute. Et donc veut s'assurer effectivement et veut codifier la manière dont les enjeux de risque, de liquidité, de capital, la gouvernance forment un tout dans la manière qu'a l'établissement de se gérer, jusqu'à devenir prescriptif sur la manière dont l'établissement doit se gérer. Donc aujourd'hui, ce pilier, cet objet des revues contradictoires qui est le Business Model Assessment, ça suscite tout un tas de questions au niveau des banques sur tel segment de clientèle, comment vous vous projetez dans 2 ans, dans 3 ans, comment vous vous projetiez il y a 3 ans, et quelles ont été vos performances effectives sur ce segment de clientèle, et pourquoi pas, et pourquoi différemment. Donc ça, c'est extraordinairement intrusif, c'est exactement le rôle d'une direction financière, d'une direction du pilotage financier dans une institution, de le faire, et ça procède complètement de sa culture, évidemment, mais surtout de son avantage concurrentiel, selon qu'elle le fasse d'une manière ou d'une autre, de savoir comment ça va délivrer à l'arrivée tel ou tel niveau de rentabilité. Et la cerise sur le gâteau, effectivement, c'est le régulateur qui, en ce moment, commence à s'émouvoir sur le peu de rentabilité d'un certain nombre d'activités, après qu'on lui ait imposé la manière de faire, la manière de mesurer un certain nombre de risques, d'avoir empêché le recours à tel ou tel instrument. Anatole parlait tout à l'heure de la spécificité du marché du crédit immobilier particulier en France à taux fixe versus les canons de marché, si j'ose dire, à taux variable qu'on croise dans d'autres pays sur des conditions d'engagement et d'octroi qui n'ont rien à voir avec les conditions Banque de France du tiers des revenus limitant les capacités de remboursement. Donc
ce business model assessment, c'est une manière extrêmement intrusive de venir challenger les banques sur la manière même dont ils font leur business et, le cas échéant, infléchir le choix stratégique des équipes dirigeantes face à leurs actionnaires. Donc ça, c'est donc, voilà. Donc ça, c'est les quatre axes de surveillance, contradictoires au-delà du score. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régulateur, et je viens sur notre risque appetite, je suis désolé du détour un peu long, le régulateur, pour pouvoir se garantir que son assessment sera fondé, en quelque sorte, c'est donner des outils qui sont des filets de sécurité à son sens. Il y a des espèces de must-have que les banques doivent avoir, ou doivent mettre en œuvre, pour que le régulateur puisse se garantir de la qualité de sa supervision, en quelque sorte. Donc, vous voyez bien, on est dans une logique de déresponsabilisation du régulateur. À partir du moment où j'ai fait faire telle ou telle chose, moi, régulateur, je ne peux pas être mis en cause. Je pense que ça peut appeler à quelques souvenirs sur ce qui s'est passé outre-Manche, outre-Atlantique, où effectivement des régulateurs avaient pu aller dormir en paix sans savoir exactement ce qui se passait dans leur banque. Là, visiblement, ils ont appris la leçon, ils se sont fait leur assurance tout risque sur nous avons fait faire aux banques tout un tas de choses, donc normalement il ne doit pas y avoir d'entreprise bancaire dans nous. Et c'est quoi les trois présupposés qui guident les conditions de sécurité en quelque sorte d'exécution des revues contradictoires? C'est numéro 1, tous ces échanges au sein de l'entreprise et en contradictoire face au régulateur doivent s'intégrer sur une scène de théâtre. Le décor du théâtre, c'est le Risk Appetite Framework. Ça va définir le cercle dans lequel vous évoluez, ça va définir la hauteur de la scène, la profondeur de la scène, le décor en quelque sorte, son éclairage, tout ce que vous voulez, de manière extrêmement prescriptive. Et ça va limiter en quelque sorte l'étendue du débat de manière régulière. Donc le Risk Appetite Framework, c'est vraiment la scène sur laquelle le régulateur veut se placer, veut nous placer de manière homogène. Et puis il y en a deux autres qui sont très intéressants comme présupposés. C'est que nous soyons capables à tout moment de mener des stress tests. C'est-à-dire que ça singularise le stress test comme mesure hyper homogène, hyper objective au sein des établissements et de la part du régulateur. Donc nous devons nous doter d'une force de stress testing qui irradie tous les compartiments de risque, qui irradie la gestion à travers le business model assessment, qui irradie la gestion de la liquidité, la gestion du capital, et qui irradie aussi évidemment la gouvernance, c'est-à-dire qu'on doit avoir des administrateurs qui sont des experts de comment on fait un stress test, ce qui peut être censé sur le fond, ce qui dans la pratique relève du challenge quand votre administrateur est un ancien agrégé d'histoire. J'ai un profond respect pour le monde universitaire, comme mon curriculum peut le laisser entendre, mais il y a des choses qui sont des réalités, anthropologiques. Je sais pas, les sciences dures, ça se fait quand on est jeune, les sciences moins dures, ça se fait plus tard. Quand j'étais professeur, je disais à mes étudiants, on commence par les sciences inhumaines pour faire plus tard les sciences inexactes. Là, donc c'est un peu ça le sujet. Donc on a un vrai problème de gouvernance qui est lié à ça. Prétendre faire valider au niveau d'un board des choses parfois extraordinairement techniques procède de l'illusion, et pourtant c'est bien ce qui nous est demandé. En tout cas, c'est le deuxième sujet clé, c'est le stress testing. Et puis parce qu'il faut que tout ça se soit sur des données dites auditées, auditables, ou en tout cas validables, le régulateur introduit une logique qu'on connaît bien dans l'industrie, qui est une logique de certification. Quand vous produisez des vélos, il faut qu'ils soient certifiés ISO 9001. Quand vous produisez des injecteurs pour les moteurs diesel, il faut qu'ils soient d'une certaine catégorie, même si la loi peut ici et là dire autre chose. Eh bien, pour les banquiers, il faut avoir une certification qui s'appelle BCBS 239. Très important, c'est la qualité de données, mais ce BCBS 239, c'est pas une fin en soi. C'est une certification. Vous ne certifiez pas une usine de bicyclette sans savoir que c'est une usine de bicyclette. Vous ne certifiez pas BCBS 239, une usine de chiffres dans une banque, sans savoir ce que ça fait exactement. Alors, tout ça, ça sous-tend l'ensemble de l'activité bancaire. Donc le Risk Appetite Framework, et j'y reviens, je suis désolé Anatole, j'étais un peu long. Le Risk Appetite Framework, c'est la toile de fond qu'il faut qu'on mette en place dans les banques, qu'on fasse valider du haut en bas de l'institution, qu'on fasse apprendre à nos collaborateurs,
c'est une espèce d'espéranto qu'il va falloir que tout le monde parle, ce qui est bien sa nouveauté. Et donc il va falloir démontrer qu'il irradie tous les processus de décision de la banque. Et ça va être vérifié dans le business model assessment, business model backtesting, ça va être vérifié dans les revues contradictoires sur l'ICAP, l'allocation de capital au niveau intime, au niveau client, au niveau opération, et ça va être vérifié dans essentiellement toutes les revues. Donc c'est pour ça que c'est un rôle aussi central, aussi important, et à la fois si difficile à mettre en place, parce que dans son principe même d'homogénéisation, ça contrebat la spécificité de ce que c'est une gestion de risque, une expertise de gestion de risque dans une entreprise. Donc je ne suis pas en train de dire que les banquiers ou tout autre intervenant financier étaient parfaitement irréprochables et parfaitement excellents sur tous les domaines de contrôle de risque. Ce n'est pas du tout mon propos, et je pense que l'expérience évidemment dit le contraire ici et là. Je dis dans le même temps que néanmoins on n'était pas des zéros absolus, il y avait des choses qui existaient, et que dans les parties qui existaient, qui avaient assuré finalement qu'un certain nombre de banques tenaient relativement leur rôle au sein de l'économie et tenaient la route d'un point de vue de santé financière, on est aujourd'hui confronté à une espèce de bulldozer d'homogénéisation qui fait que ces principes assez fondateurs qui avaient permis une certaine efficacité, une certaine stabilité sont juste totalement contrebattus et qu'il faut qu'on se change parce que c'est juste la loi. La loi est ainsi faite maintenant. C'est la profondeur de cette partie-là qu'aujourd'hui j'essayais de partager un petit peu avec vous, parce que l'exigence que nous avons, c'est, j'allais dire, du sol au plafond, de l'origination, du score à l'octroi, de la connaissance intime de notre client individuel ou entreprise, ou particulier ou association, ce que vous voulez, jusque à la maîtrise qu'on aura un administrateur qui peut à tout moment être interrogé par la Banque centrale pour la simple et bonne raison que dans une logique anglo-saxonne, la Banque centrale européenne nommant individuellement sur signature de Mario Draghi chaque administrateur de chacun de nos établissements financiers, eh bien, elle doit être à même de vérifier ses qualifications. Pour vérifier ses qualifications, elle n'a évidemment rien d'autre à faire que d'aller interroger individuellement et de voir s'il maîtrise la stratégie, le risk appetite, la manière dont c'est décliné dans ses outils, dans sa banque. Et c'est ce qu'elle fait.